médias. Les médias et les débats. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour François-Xavier Ménage. Bonjour. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce deuxième volet d'une série de 4 épisodes, série documentaire de 4 épisodes, La bataille de l'Élysée. C'est le deuxième épisode et c'est vraiment un document en immersion. Quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit oui, mais qu'est-ce qu'il peut nous raconter de plus que ce qu'on voit déjà dans les chaînes d'infos? Il y a beaucoup plus. Beaucoup plus. Et il y a Patrick Roger qui passe une petite tête qui vient vous saluer parce que je crois que vous vous connaissez. Salut Patrick, on a bossé ensemble. Voilà. Absolument. Il était sympa. Il était très sympa comme chef, je dois avouer. Très sympa. Nous, je peux vous dire, c'est autre chose. Ouais. Non. Patrick Roger est quelqu'un de formidable, vraiment. Et on le dit très sincèrement. Un très bon patron, sympa, compétent. Et voilà, vous voyez, il est même venu dire bonjour. La bataille de l'Élysée. Et puis, j'annonce donc votre premier roman, Les Têtes baissées. Ça va paraître chez Robert Laffont. Et j'ai très hâte de le lire parce que c'est un roman qui nous plonge dans l'univers des abattoirs. Oui. C'est oui. On passe de la politique aux abattoirs. Oui, il y a peut-être un lien. Il y en a même plusieurs en vrai, parce que c'est très politique comme roman, mais ça m'a donné 2 ans de ma vie, mais ça m'a passionné à tout point de vue. Je le lirai avec beaucoup de plaisir. Gilles, la question du jour, elle est forcément politique. Elle est forcément politique. Je ne sais pas si vous étiez devant votre écran dimanche, et si d'ailleurs les gens aiment bien regarder les meetings politiques, mais il y avait vraiment Jean-Luc Mélenchon qui avait annoncé, vous savez, un meeting presque inclusif avec des écrans qui entouraient tous les militants qui étaient là, avec des odeurs diffusées à chaque changement d'image. Et on s'est demandé si les meetings politiques ont été ringardisés par celui de Jean-Luc Mélenchon. Ou est-ce que c'est lui qui est ringard? Non, on pose la question. Et donc, vous pouvez répondre sur nos comptes Twitter, sur Sud Radio. Pour l'instant, c'est partagé. Il commence à avoir pas mal de votes. Vous nous dites oui à 44%, non à 56%. Et Phébus nous dit qu'il ne faudrait pas oublier le fond pour la forme. Ouais. Vous l'avez regardé, François-Xavier Ménage? On avait une équipe d'ailleurs qui tournait hier. Il paraît que les odeurs, c'était pas 3. terrible. Mais du côté des odeurs, vous parlez des odeurs? Ouais. Oui, mais c'est vrai que quand on a un masque, c'est un peu compliqué, nous dit-on. Mais quoi qu'il arrive, d'ailleurs ça a été salué par même les équipes d'Éric Zemmour. Ouais. Il a en tout cas créé quelque chose visuellement qu'on ne voyait pas avant. Oui, on l'a vu dans l'espace, au milieu de la mer. Pour le coup, le fond allait avec la forme. C'est-à-dire qu'en tout cas, ce qu'il disait sur le fond collait aux images. Donc de toute façon, il a fait avancer le schmilblick. Si et vous, il va ringardiser les autres meetings? C'est notre question. Je ne sais pas, mais ce qui est certain aussi, c'est que vous avez plusieurs candidats qui se disent, ils donnent le là, en tout cas, en matière de meeting. Rappelez-vous, il y a 5 ans. Et donc, de toute façon, je reprends la phrase de Oubeda qui gère la logistique d'Éric Zemmour et qui disait lui-même hier, d'un point de vue technique, bravo. Ouais. Non, c'était. Et donc là, ils sont partagés pour l'instant. Oui, 43 oui, 57% non. Mais vous pouvez continuer à aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. On va passer au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. C'était tout frais ce matin sur BFM. Albert Bourla, qui est le patron de Pfizer, il est un invité donc ce matin sur BFM. Il a annoncé le lancement d'un médicament contre la Covid, le Paxlovid. Et le principe actif, vous savez quoi Valérie? Il va être fabriqué en France. Ce traitement change tout. Il a été mis au point en un temps record. Nous avons utilisé une synthèse digitale numérique, c'est-à-dire qu'au lieu de découvrir la molécule, nous l'avons conçue. J'ai une nouvelle intéressante pour vous. Nous avons annoncé un grand plan d'investissement en France. Nous allons investir 520 millions d'euros sur 5 ans. La plus grande partie de cet investissement sera allouée à un partenariat avec l'entreprise Novacep à Mourinx, pour produire l'ingrédient pharmaceutique actif de ce médicament pour le monde entier. C'est une grande nouvelle, hein. C'est 520 millions. Bon, on récupère un petit peu d'argent de nos vaccins, oui, finalement. C'est la phrase choc du week-end d'Éric Zemmour. Enlever les handicapés du circuit scolaire normal pour les mettre dans des établissements spécialisés. Gilbert Montagnier a exprimé sa colère. La stupidité, c'est de penser que ces gens-là, il faut les mettre dans des endroits où ils sont entre eux. Évidemment, comme ça dérange personne, comme si on dérangeait. Nous faisons partie du même monde. Moi, depuis tout petit, je ne souffrais pas de ma déficience visuelle. Je souffrais du fait qu'on ne me prenait pas à l'école maternelle d'à côté. Je souffrais que je devais faire 3 quarts d'heure de métro et 3 quarts d'heure le soir pour aller au seul jardin d'enfants à Paris qui voulait bien accueillir, et d'une belle façon d'ailleurs, les enfants comme moi, les enfants déficients visuels. J'imagine qu'avec votre invité, on va y revenir, on va en à reparler. 10h30, vous allez en parler. Il est maladroit sur ce coup-là, François-Xavier Ménage, ou il voulait vraiment dire ce qu'on a compris qu'il voulait dire?
Alors, difficile de répondre à sa place. Ce qui est juste certain, c'est qu'il est iconoclaste sur beaucoup de sujets. Je dis ils sont, parce que c'est ce qu'on montre dans le documentaire. Il y a un candidat, mais il y a aussi une co-candidate, si l'on peut dire, Sarah Knafo, puisqu'ils font vraiment équipe ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles il faut regarder le doc ce soir. C'est vraiment un duo. C'est la première fois qu'on l'a. Enfin, moi, c'est la première fois que je la vois in situ, participer à une réunion, intervenir. Dans l'épisode 1, on avait montré comment un meeting se préparait, et c'était saisissant de voir vu à l'hôtel pour la première fois quand ils discutent tous les deux de ce qu'il faut dire. Dans le hall de l'hôtel. Et elle est, j'allais dire, presque plus active que lui sur des questions qui font polémique. Et là, dans cet épisode-là, on voit encore à quel point elle tient le bateau avec lui. Et c'est donc vraiment un duo qui fait campagne. Sophie de Menton nous avait raconté, donc qui est présidente d'un mouvement patronal qui reçoit les politiques, comment elle était là dans la coulisse quand elle a reçu Éric Zemmour, comment elle l'a engueulé quand il a dit une phrase qu'il fallait pas. Enfin, elle est effectivement très importante dans sa campagne. Est-ce que Laurent Delarousse aurait fait subir le même traitement à Emmanuel Macron? C'est la question que beaucoup d'internautes se sont posés après l'interview de Christiane Taubira. Je ne sais pas si vous l'avez vu soir, aux 20h des samedis soirs. Bah, faut pas dire que Laurent Delarousse l'a ménagé, son mauvais jeu de mots. Anne Hidalgo, dans le JDD, dit qu'elle ne participera pas à cette primaire, qu'elle trace sa route, qu'elle continue. Vous lui dites quoi? Mais c'est sa liberté, je répète ma cohérence, donc si on observe tout cela, c'est une primaire organisée pour vous, pour finalement adouber une candidature. Il s'interroge. Il n'y a pas beaucoup de démocratie où en gros on présente des candidatures qui ne sont pas candidats et où finalement il n'y aura que vous ou vos partisans qui voteraient. C'est surprenant. Savez-vous, Christiane, que l'orgueil est un péché capital qui peut devenir péché mortel? M'accusez-vous d'être orgueilleuse, monsieur Delahousse? Non, je me rappelle de cette ligne, et à laquelle vous avez répondu clairement d'ailleurs. Oui, réalisez-vous qu'il s'agit d'une élection. C'est-à-dire que... C'est quand même à charge. En tout cas, il porte la contradiction, dirons-nous. Bienveillance toujours avec le duel, je ne sais pas si vous avez vu ça Valérie, samedi soir entre Francis Huster et Franck Ferrand dans On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Moi j'ai bien cru que Francis Huster allait le provoquer en duel parce que celui-ci, Franck Ferrand, accusait Molière de ne pas écrire ses livres. Mais il n'était pas écrivain. Je vais te tuer, je te jure. Vous le dites, cette thèse de Corneille, c'est une plaisanterie. Elle est née de qui? De Pierre Louis, qui a écrit un livre, tout simplement comment éduquer les jeunes filles, dans lequel, quelle heure est-il? On peut le dire, dans lequel il dit, Pierre Louis, qu'il faut les faire enculer, qu'il faut baiser, qu'il faut faire des pipes. Et c'est ce type-là, Pierre Louis, c'est Pierre Louis qui a lancé comme une plaisanterie que Corneille aurait écrit du Molière. Alors... Je vais le tuer. C'est Pierre Louis. C'est pas possible. Il était donc très en colère, Molière. Des gros mots et de l'histoire de France, on est bien. Vous voyez les parallèles avec la politique. On est bien dans l'ambiance. Et pour finir, Marc Lavoine était un invité quotidien vendredi pour présenter son nouveau titre, Le Train. Et comme disait un internaute, il a été énormément critiqué. Et un internaute a écrit, je l'ai relevé, il a des beaux cheveux, mais c'est quand même très mauvais. Je vous laisse faire votre propre opinion. Attends-moi, tiens-moi la main, ne monte pas dans ce train, viens dans mes bras, le temps d'un câlin. C'est du Marc Lavoine. J'aime bien Marc Lavoine. Et juste un mot peut-être pour revenir sur cette interview de Stromae au journal de chez Anne-Claire Coudray. Il paraît qu'il y a eu une avalanche d'appels au numéro d'aide au suicide, d'assistance. Ça a eu un vrai impact de santé publique. Considérable, au-delà de ce que je pense la rédaction attendait, au point même que l'OMS a salué quand même cette interview pour le message que portait Stromae et la manière aussi dont ça a été raconté. Donc franchement, on parle de buzz, moi je pense que ça va même au-delà. C'est-à-dire qu'il a bougé des lignes et c'est là où on se rend compte à quel point la puissance d'un JT, plus que jamais, est présente. Les prises de rendez-vous chez le psychiatre et les appels au 3114, donc c'est la prévention du suicide, ont explosé comme quoi la télévision, il n'y a pas que du mauvais et que parfois certains ont critiqué la prestation de Stromae, mais ça a été un mois de boulot par ailleurs en coulisses pour que tout ça aboutisse à l'antenne. Et franchement, il faut le talent du rédacteur en chef du Week-end qui s'appelle Cyril Offray pour qu'on aboutisse à ça. Et Anne-Claire qui l'a interviewé magnifiquement. Il y avait des gens qui étaient contre à la rédaction ou pas? À ma connaissance, pas du tout. Mais de toute façon, c'est un coup. On va arrêter de parler d'autre chose. C'est un coup. Et par ailleurs, une fois de plus, on parle du suicide en chanson à la fin d'une interview qui est quand même assez exceptionnelle d'un homme rare qui n'avait pas parlé depuis 7 ans.
faut être beau joueur, je pense, quand on est concurrent. C'est un magnifique moment de télé. Et vous, ça vous tente le 20h? Non. Non, le terrain. Jamais. Oui, non, mais en plus, pour le coup, moi j'ai présenté, j'ai une petite idée de ce que c'est. Les matinales de LCI. J'ai présenté Capital sur M6, j'ai une petite idée de ce que c'est que la présentation, je trouve ça génial, mais je m'amuse beaucoup plus sur le terrain. Sur le terrain. Je fais des choses à l'envers. Oui, parfois c'est pas plus mal. Et là, vous avez vraiment, on va dire, vous êtes vraiment sur le terrain. Donc ce soir, deuxième épisode de la bataille de l'Élysée, François-Xavier Ménage avec Elisa Hélin et Claire Lézing. Qui font un super boulot, parce qu'on est vraiment trois. Hein. Je suis loin d'être tout seul pour porter ça. Et on a Guylaine Chenu, qui est le pilote également de ces docus. Il y en a 4 au total, voilà. Et à nous 4, alors on dort pas beaucoup, mais on s'amuse bien aussi, il faut dire ce qui est. Oui, donc je vous dis, moi quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? J'ai pas vu le numéro 1, je suis franche, j'ai vu que celui-ci. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus que ce qu'il y a dans ce qu'on voit sur les chaînes d'infos finalement, où aujourd'hui on sait tout. Sauf que là, vous faites un travail sur la durée. Déjà, est-ce que ça a été difficile de convaincre les candidats d'accepter votre caméra? Oui et non. C'est-à-dire qu'on est parti en octobre, on est allé voir tous les QG pour leur dire, voilà, on aimerait raconter des coulisses de la campagne, on veut voir la manière dont vous allez, vous candidats, rencontrer la France, puisqu'évidemment une élection c'est une rencontre avec la France, et on veut voir comment ça se passe aussi derrière le rideau, comment on fabrique un candidat. Avec 2 subtilités, c'est que nous on doit faire un documentaire, on met pas des gens assis sur une chaise à nous raconter ce qui se passait il y a 5 ans, et que par ailleurs tout doit être en séquence, et que les coulisses, on les diffuse pas après l'élection, mais pendant, c'est-à-dire avant même que les électeurs fassent leur choix. Donc c'est aussi casse-gueule pour les candidats. Ils ont tous dit OK, et après on s'est battu tous les jours et on continue pour avoir des séquences qui fassent sens. Le but du jeu, c'est pas qu'on ouvre une porte pour voir des gens en train de faire une réunion, puis au bout de 30 secondes on dit foutez le camp, maintenant on va bosser. Non, on reste quand les décisions se prennent. Donc c'est de la négociation permanente, c'est compliqué, mais pour l'instant on y arrive. Il y en a même pas un qui nous ait dit, je vous le dis vraiment en toute transparence, on veut voir ce que ça donne avant diffusion. Ça marche pas comme ça d'abord. TF1 refuserait et ils ne nous ont pas demandé. Donc ils nous font confiance. Ni même couper quand ils se rendent compte que la caméra est là et que ça va un peu loin. Peut-être qu'on peut écouter un extrait, celui. On peut écouter un extrait assez incroyable. On est avec Éric Zemmour, et là Éric Zemmour prend conseil auprès de Philippe de Villiers de savoir mais comment je vais faire pour avoir mes parrainages, pour convaincre les maires. Et là on est vraiment dans la coulisse. Anne Hidalgo, qui n'a même pas 5% dans les sondages, a 3000 parrainages. Comment on peut les motiver? Voilà. La meilleure méthode, je pense, vers laquelle il faut tendre, c'est de dire aux maires, vous êtes les parrains de la démocratie. Il faut dire aux maires, monsieur le maire, je ne sais pas du tout ce que vous pensez, mais simplement, je sais que vous êtes profondément démocrate. En fait, vous voulez jouer votre rôle de filtre que la Constitution a voulu. Un filtre pour écarter les rigolos de kermesse. Bon, Éric Zemmour n'est pas un rigolo de kermesse. Quoi que vous pensiez, donc je le connais depuis longtemps, c'est quelqu'un de sérieux, mais je ne vous demande pas de partager la moindre de ses idées. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que vous voulez être le parrain du débat démocratique? Voilà. C'est ça que je dis aux maires. Et juste avant, il y a une séquence assez étonnante où on voit le nombre de gens qui écrivent à Éric Zemmour, et vous dites qui envoient des chèques. Qui envoient des chèques. Plus de 9 millions, c'est ça? Voilà, alors c'est ce que dit le parti. Évidemment, on ne peut pas vérifier ce chiffre. Nous, comme n'importe quel autre journaliste, ce sera les comptes de campagne, on le verra à la fin. Mais effectivement, 9 millions de dons. 9 millions de dons, vous pouvez donner au parti, vous pouvez donner aux candidats, et par ailleurs, vous pouvez adhérer. Et ce qu'on montre aussi, parce qu'il y a un travail de décryptage, bien sûr, c'est que chez Zemmour, en ce moment, c'est la promo tout l'hiver. Vous avez évidemment des adhésions avec tarif réduit, vous pouvez le faire en couple, si vous êtes en difficulté financière, ce qui peut s'entendre d'ailleurs. Et ils aboutissent à un nombre officiel, là encore, de plus de 75 000 adhérents. Donc la fabrique d'un parti politique, peu importe qu'on pense politiquement d'Éric Zemmour, c'est une matière fascinante. Et on le montre dans l'épisode 2. Et puis je reviens juste sur l'extrait que vous avez pris avec Philippe de Villiers, qui est quand même en vérité très discret dans les médias, et qui a accepté qu'on filme cette séquence avec Sarah Knafo et Éric Zemmour. Éric Zemmour pose la question, et il le fait, je pense, en toute transparence. C'est-à-dire vraiment, il dit comment on fait. Il découvre aussi ce que c'est que la politique de ce côté-ci du rideau. Et Philippe de Villiers ne répond pas à Éric Zemmour. Philippe de Villiers répond à la personne qui est en face, dans cette salle de réunion, il répond à Sarah Knafo.
Donc là aussi, une fois de plus, on voit que c'est un duo Zemmour-Knafo qui se lance dans cette présidentielle. Et vraiment, j'insiste, c'est fascinant à décrypter et à regarder. Et à regarder, oui, mais c'est vrai qu'on sent qu'ils oublient la caméra. Quand on voit les différentes séquences, quand il y a cette séquence-là, il y en a une autre avec Christophe Castaner qui est aussi assez étonnante. On est en immersion, on est la petite souris qui regarde et c'est au-delà, encore une fois, de ce qu'on peut, d'un reportage, parce que vous êtes là, que c'est un travail de fond, qu'il y a du montage et qu'on vous a laissé finalement assez libre. On peut peut-être écouter l'extrait avec Christophe Castaner qui lui explique comment... Oui, c'est les oreilles des journalistes qui vont saigner un petit peu. Comment répondre aux journalistes. Écoutez, quand vous avez tous les journalistes qui viennent vers vous pour... Quand vous avez 14, 15 journalistes. Tout ça étant 2 jours après le Jean-Merde d'Emmanuel Macron. Pour le contexte, c'est un peu plus savoureux encore après. Alors, on écoute. Face à un mur de journalistes, vous avez un message à passer, vous écoutez personne. Vous allez devant le mur, voilà mon message. Il y a 14 questions qui vont fuser d'un coup, vous choisissez celle qui vous intéresse, voire même, c'est pas compliqué, comme il y en a 14, vous répondez à la question que vous auriez aimé qu'on vous pose. Et comme ils sont 14, c'est pas un sujet. Voilà, donc ça c'est... Incroyable quand même d'entendre ça. Je ne réponds pas aux journalistes en fait. C'est vraiment étonnant. Après, écoutez, vous savez quoi, ça remet le clocher en plein milieu de l'église en ce qui concerne les journalistes, faut pas lâcher. Mais il a raison, il parle des 4 colonnes. Non pas qu'il ait raison sur le fond, moi je suis journaliste, je défends mon métier. Mais c'est ce qui se passe souvent aux 4 colonnes, bien sûr. Mais comment vous faites, parce que vous collez finalement quand même à l'actualité, donc c'est très dense en termes de tournage, parce que vous le dites, le lendemain, c'était il y a à peine 10 jours, même pas une semaine, Emmanuel Macron, Jean-Merde, les non-vaccinés. Donc on voit qu'on est vraiment dans l'actualité, c'est pas un truc qui a été tourné au mois de juin. Bien sûr, le but du jeu, vraiment pour que tout le monde comprenne, pour que les auditeurs aient en tête notre philosophie, c'est de raconter les 4 dernières semaines. C'est vraiment un feuilleton, j'allais dire un peu comme Netflix. Mais évidemment, on se doit d'intégrer les éléments de dernière minute, on échafaude aussi des scénarios. Dans l'épisode 1, on ne savait pas qui allait gagner la primaire à droite, donc on avait envisagé toutes les options, donc on avait tourné les 4 candidats principaux qui pouvaient gagner cette primaire à droite. Et oui, ça veut dire beaucoup de rush à la poubelle. Il y a 3 équipes. On est 3 équipes. Et ça veut aussi dire que, et franchement, il faut le rappeler, on a les moyens de bosser. Oui, il y a des moyens. Voilà, on a les moyens parce que aller sur le terrain, ça coûte cher. C'était l'objectif de Thierry Tullier, le patron de l'info de TF1, et de Pascal Pinning, le patron des magazines. Je les cite pas pour faire plaisir, mais parce que ils ont vraiment, ils avaient cette volonté de dire on va faire du reportage. TF1, c'est du reportage, c'est de la séquence, et c'est comme ça aussi qu'on marquera cette présidentielle. Ils avaient raison, c'est certain. C'est donc des moyens, c'est des efforts, mais on est vraiment fiers de porter ça parce que, oui, je pense que la politique, notamment en coulisses, elle se raconte si on prend le temps de le faire. Et si c'est pour rentrer, j'insiste 2 secondes dans une réunion et repartir, ça ne marche pas pour les candidats, pour nous et surtout pour les téléspectateurs. Personne n'est débile, on sait très bien que quand on joue avec la caméra, au bout d'un moment, ça se voit. Et je reviens d'un mot sur ce que vous disiez. Quand vous dites, notamment sur Castaner et les autres, qu'ils oublient la caméra, je ne suis pas sûr qu'ils l'oublient tout le temps. Il y a peut-être des moments où effectivement cette caméra, ils oublient qu'elle est présente, mais en 2022, déconstruire les schémas de communication, la manière dont les candidats bossent leur présidentielle, et vraiment, vous voyez comme la communication est massive, c'est quand même un enjeu de tous les jours, c'est vrai. Est-ce que vous êtes en permanence avec eux ou ils vous appellent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous disent je vais aller là, je vais annoncer là, ça serait bien que tu me suives? Ou c'est vous qui êtes là et qui, d'un seul coup, prenez un moment fort auquel vous vous attendiez pas? Qui surprend l'autre? C'est plutôt nous qui leur disons quand on aimerait venir, ce qui est quand même plutôt rassurant d'ailleurs. Après, il y a évidemment des moments où on nous envoie des petits messages pour dire vous pouvez venir à tel moment, mais on essaie de se demander toujours qu'est-ce qu'on va raconter à ce moment précis. On se laisse surprendre par ce qui peut arriver, bien sûr, et on insiste. La séquence entre Sarah Knafo et Éric Zemmour filmée à Londres, moi j'y étais en décembre, c'était vraiment en mettant le pied dans la porte. Et arrive ce moment où on voit qu'ils vont commencer à bosser, on dit on veut venir, ils nous disent oui, ça se fait dans l'instant, et donc au moins, et c'est ça notre chance, c'est que ça n'est pas préparé. Oui, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas sûr qu'ils ne disent pas tout. Puisqu'ils savent que vous êtes là. Je vais vous dire pourquoi. Puisqu'ils savent que vous êtes là. Ils savent qu'on est là, mais on a assisté à toute la réunion. Ils se regardent, ils disent attention, il y a TF1, je dis pas ce que je devrais dire. Mais le briefing dure, on filme la totalité du briefing, et de toute façon, le meeting a lieu une demi-heure après. Donc on peut pas faire ensuite l'inverse. Et par ailleurs, et c'est l'intérêt de ce documentaire, c'est que ce qu'on entend dans cette réunion est ensuite ce qu'on va entendre à la tribune. Donc je ne pense pas qu'on ait été baladé. Et on fait attention. Et puis si vraiment ça devient du cirque ou de la communication, écoutez, on met à la poubelle. C'est aussi
aussi notre libre arbitre et on a cette chance, bien sûr. Ouais. Mais il y a des moments quand même, Mélenchon est très différent quand vous êtes avec lui, c'est-à-dire qu'il y a toute une... Incroyable. Hein, c'est assez incroyable, il est très très différent de celui qu'on voit en interview quand il parle de la campagne glauque, de la désespérance. On voit qu'il y a un rapport différent aussi. Mais je crois que c'est le talent d'Elisa, ma collègue qui était avec lui aux Antilles, c'est-à-dire que vous avez des candidats qui sont en permanence en campagne, et une fois de plus, franchement, on crache tout le temps sur la politique, mais ce qu'ils font humainement et physiquement est juste quelque chose que nous, on ne peut pas comprendre, je pense, sincèrement, et là encore, c'est pas un jugement politique, et vous avez Jean-Luc Mélenchon très offensif, sur le terrain, qui, quand il se retrouve tout seul dans une salle qui est mal éclairée, en train d'écrire son discours, il est vraiment seul, avec une pile de bouquins à côté de lui, il a ses ratures, et là il vous dit, un peu abattu, en tout cas le visage gris, que cette campagne, il n'a jamais connu quelque chose d'aussi glauque. Il y a un moment de vérité, il sait les mots qu'il va employer, mais je veux dire, ce moment-là dit beaucoup de choses, je pense, du candidat et de la présidentielle dans son ensemble. Vous venez de BFM, est-ce que vous avez suivi l'affaire de Jean-Jacques Bourdin et vous voulez vous exprimer là-dessus? J'ai pas grand-chose à dire. Franchement, je ne sais absolument rien de cette affaire. Moi, j'ai bossé 5 ans avec Jean-Jacques et je lui connais toutes les qualités journalistiques possibles. Pour le reste, j'ai vraiment rien à dire parce que je ne connais pas du tout ce dossier. Vous aviez entendu des rumeurs ou jamais? Non, jamais. Vraiment jamais. Comment ça s'est fini l'interview entre Marine Le Pen et Anne-Claire Coudray hier? Vous étiez à TF1? Non, j'étais pas là, on était en train de... On fignolait le documentaire, mais Marine Le Pen, vraiment pour la suivre maintenant depuis plusieurs mois, il y a, en tout cas, on le sait, un enjeu considérable sur cette élection, ça n'importe quel politologue pourrait vous le dire, mais il y a aussi cette idée que elle veut mettre en avant son expérience. Donc elle a été titillée sur des questions très techniques, c'était intéressant, c'était un vrai moment de télé là encore, mais c'est vraiment le message qu'elle veut faire passer en permanence. J'ai l'expérience avec moi, j'ai appris de mes erreurs. Elle fait quand même partie des rares à dire oui, j'ai fait des conneries et je referai pas les mêmes. Voilà, maintenant c'est là aussi intéressant à mettre en perspective. Ce soir 22h55, la bataille de l'Elysée, épisode 2. Regardez parce que c'est vraiment, vous rentrez, vous êtes sur l'épaule des journalistes en immersion. On a le dos solide, ça va. C'est vraiment bien et il en restera 2 encore à découvrir. Merci beaucoup François-Xavier Ménage d'avoir été avec nous.